Bienvenue à vous pour cette émission spéciale consacrée aux législatives Algérie 2026. Dernière ligne droite avant le vote prévu pour jeudi à l'étranger. Ils sont beaucoup à s'être déplacés pour se prononcer. Il s'agit, on le rappelle, de choisir 407 députés pour dessiner la future Assemblée nationale. Et ce, pour un mandat de 5 ans. Actuellement, c'est le FLN qui domine avec 98 sièges à l'Assemblée, suivi du Rassemblement démocratique avec 58 sièges. La dite opposition est incarnée par le MSP avec 65 sièges. Est-ce qu'on est à la veille d'un changement de cette architecture? On va en parler. On le rappelle, c'est la proportionnelle qui demeure la règle. Les candidats ont débattu de leur programme respectif jusqu'à il y a 48 heures, avant le silence électoral. La campagne a eu pour vecteur essentiellement l'aspect économique, mais pas que. On le rappelle, on en appelle également à la mobilisation générale pour davantage de légitimité au niveau des institutions. On en parle, rien de moins que des futures lois et des réformes qui vont s'incarner tout simplement au sein de nos institutions publiques. Mais pour cela, il faut un vote en masse. L'autre inconnu de ce scrutin, facteur déterminant d'ailleurs, et quel est le visage justement de cette nouvelle diaspora qui vote? Deuxième partie de notre émission, on en parle et c'est tout de suite. Législative 2026, on l'a dit, dernière ligne droite avant le vote de jeudi à l'étranger. Les opérations se poursuivent un peu partout aujourd'hui. C'est au tour de la communauté algérienne en Égypte de voter. On va en parler avec vous et davantage d'autres thématiques avec nos invités du jour. Avec moi sur le plateau, tout d'abord, notre rédacteur en chef, Faisal Metabi. Bonsoir. Bonsoir Karim, bonsoir aux amis téléspectateurs. Journaliste, analyste politique, merci d'être avec nous. Et également avec nous, Abdelkader Soufi, qu'on ne présente plus, mais quand même on va le dire, enseignant et professeur en relations internationales à Blida et analyste politique également. Merci d'être des nôtres. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Alors, il est essentiel justement de revenir sur la coulisse et les dessous de ce grand moment politique. Dernier instant, on l'a dit avant le vote de jeudi, 407 sièges à pourvoir. Le scrutin est la proportionnelle, c'est la règle. C'est un moment politique fort que notre pays est en passe de vivre, un moment politique quand même important. Adra de Sophie. Bien sûr, bien sûr. Je pense que tout moment de renouvellement de ressources humaines est bon à prendre. Mais ce qui est le plus important, c'est que on s'inscrit dans le temps, dans cette, j'allais dire, culture de la démocratie et cette socialisation du citoyen, à savoir prendre ses responsabilités en tant que décideur à son niveau, car tout un chacun a un rôle à jouer pour choisir le meilleur. Le meilleur, pourquoi le meilleur? Parce que aujourd'hui, les enjeux sont tels que on a besoin toujours de prendre en considération de ceux qui vont nous représenter, certes, donc parce que ça, un élu est un représentant, il a cette qualité de représentatif, il représente la population. Ensuite, un rôle important dans le contrôle du gouvernement et en plus, il est représentant de l'État, car il a cette faculté de légiférer aussi. En plus, donc c'est le garant aussi de la sécurité de l'État et des équilibres entre les différentes institutions. Et pour parler des équilibres, pour avoir j'allais dire, une action de haute voltige, on a besoin d'une ressource humaine à tous les niveaux, la meilleure possible que l'on puisse avoir, que ce soit ici, les représentants qui sont issus donc des résidents en Algérie ou de ceux qui résident ailleurs. D'ailleurs, nous avons vu ces quelques jours donc la participation massive des Algériens établis à l'étranger et l'importance que représente cette élection législative juste après les réformes apportées récemment.
Justement, le jeudi, un moment fort, on convoque le corps électoral pour ces élections, des élections qui interviennent dans la continuité des précédentes échéances politiques, notamment la présidentielle. Le mot fort, Faisal Metaoui, c'est la continuité au sein du calendrier politique national avec les présidentielles. Oui, effectivement, parce que les dernières élections législatives, rappelez-vous Karim, ont eu lieu en 2021. En juin 2021, c'est cette élection, la nouvelle législature, ce sera la 10e. La 10e dans l'histoire de l'Algérie, si on commence à compter de la première assemblée qui a été élue en 1977, et si on ne compte pas l'assemblée élue en 1964. Effectivement, le calendrier électoral est très respecté par les hautes autorités de l'État. C'est vrai, comme M. Abdelkader Soupi le rappelait, il y a eu la révision partielle de la Constitution pour un peu préciser notamment le rôle de l'ANI, qui est l'autorité nationale indépendante des élections, et c'est elle qui chapeaute l'opération électorale sur le plan de la préparation, pas technique, puisque c'est l'administration qui le fait, mais sur tous les aspects, notamment sur le choix des candidats. Et on a vu comment l'ANI a fait le tri des candidats, parce qu'il s'agit de doter le pays d'une assemblée forte. D'ailleurs, la composante de l'assemblée a été augmentée. On est passé à 407 élus, donc à la chambre basse du Parlement, parce que le système parlementaire algérien est bicaméral. Il y a deux chambres, l'Assemblée populaire nationale et le Conseil de la Nation. Pourquoi l'Assemblée a été élargie? Parce qu'on a de nouvelles wilayas, adoptées d'ailleurs par l'APN, l'Assemblée populaire nationale sortante, 11 wilayas. Et donc il s'agit que la représentation soit importante, et même à l'étranger, Karim, le nombre de représentants a été augmenté, parce qu'on est passé de 8 à 12. À 12, ouais. Et les zones géographiques sont divisées en 8. Donc la diaspora, les Algériens de l'étranger seront bien représentés, ou peut-être mieux représentés que les précédentes assemblées nationales, parce que le diaspora national, on reviendra tout à l'heure, est très présent dans le débat national politique. On a vu depuis le début de l'ouverture des bureaux de vote à l'étranger, que ce soit en Europe, dans le monde arabe, en Afrique, dans les Amériques ou en Asie. Et il y a eu une présence. On a vu des familles venir avec des enfants, comme on l'a vu tout à l'heure dans les images dans le journal, des personnes qui ont besoin spécifiques venir voter. Donc c'est un attachement, c'est un rappel de l'attachement, on reviendra tout à l'heure. C'est une assemblée donc, qui aura une tâche très importante, parce qu'il s'agit de consolider aussi les réformes engagées par le président Abdelmajid Tebboune, les réformes institutionnelles et politiques. Elle aura des lois aussi à voter importantes, parce que le pays, comme vous le savez, est en pleine dynamique économique et sociale. Et elle aura aussi, c'est une représentation nationale, a aussi à prendre en compte les préoccupations sociales, les préoccupations des citoyens algériens. On l'a vu durant la campagne électorale, il y avait dans les déclarations des candidats, des différents candidats, on avait parlé de ces questions sociales et économiques, mais également liées donc, à la formation, etc. Donc effectivement, c'est une continuité de cette architecture institutionnelle, en attendant bien sûr les élections locales qui auront lieu l'automne prochain. Donc, justement, on vous l'avait dit, Faisal, c'est également la diaspora qui participe à ce débat national. Et avec nous, depuis Alicante, Imen Merad, qui nous a parlé il y a 2 jours de cette dynamique des Algériens en Espagne qui votent. Elle a couvert plusieurs centres de bureaux de vote en Espagne. Alors, Imen, est-ce que cette dynamique est toujours au rendez-vous? Bonsoir. Bonsoir Karim et bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Alors oui, effectivement, nous sommes en direct de Valence où aujourd'hui, c'est le premier jour du vote des élections législatives. Alors le bureau de vote délocalisé a ouvert ses portes aujourd'hui à 8h du matin où les électeurs se sont présentés en masse dès fin de matinée et qui s'est poursuivi jusqu'à la fin de journée. Alors les électeurs ont tenu à donner leur voix pour élire le représentant de la diaspora ici en Espagne. Alors le bureau de vote délocalisé a ouvert ses portes aujourd'hui, donc 30 juin, mais aussi d'autres villes ont ouvert leurs portes, à savoir Malaga, Séville, Castillon, Almeria et Murcie. Pareillement, de 8h, les bureaux de vote sont ouverts de 8h jusqu'à 20h et ce jusqu'à jeudi 2 juillet pour toute la région.
une première journée relativement satisfaisante. Ici, les électeurs ont salué les efforts du consulat d'Algérie à Alicante pour tous les préparatifs et tout le bon déroulement, et surtout le bon déroulement de ces élections législatives. Nous sommes ici à Valence, nous vous donnerons plus d'informations dans nos prochaines éditions. Merci Karim. Merci Iman Merad qui a effectué un enregistrement, c'était il y a quelques heures, qui était donc un enregistrement qui a eu lieu à Valence avec un bureau de vote quand même, qui est assez important. Alors, on l'a dit, on le répète, il y a eu à peu près 10 000 candidats qui briguent des sièges à l'Assemblée populaire nationale durant plus de 3 semaines de campagne et de débat, 3 semaines intenses pour convaincre. Abdelkader Soufi, peut-être qu'on aurait dû poser cette première question. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, durant ces 3 semaines de campagne, ces 3 semaines où on a parlé de vote, de participation et également de programme? Voilà, très bien. Au fait, ce qui attire l'attention cette fois-ci, dans le discours politique, d'abord, il y a ce côté de projection dans le futur, à savoir des programmes qui sont représentés, que ce soit par les candidats libres ou par les candidats appartenant à des partis politiques, et ce sont des projections et des programmes qui s'étalent sur la moyenne et plus ou moins la longue durée. C'est pour la première fois où on n'entend pas justement ce discours qui parle de sortir de crise ou qui parle de crise, car donc ce moment de crise est révolu et on a une prise de conscience que l'Algérie a jeté les jalons d'un État qui est stable. C'est la consolidation. Bien sûr. Et là, nous sommes vraiment dans la projection, dans le futur par rapport à la réalité du potentiel de l'Algérie et de ce que peut faire, donc, bien sûr, l'Algérie à travers ces programmes qui sont présentés. Il y a aussi, donc, l'économie a été au centre du débat. On va en parler. Aussi, le côté social, notamment le salaire, le bien-être, le pouvoir d'achat. Donc, ce sont des éléments qui ont accompagné d'une façon indirecte, justement, cette vision de montée en puissance économique. Automatiquement, donc, on parle de ça. Aussi, nous avons assisté, et aussi, je ne dirais pas pour la première fois, mais à un respect total entre les différents acteurs sur le terrain où l'argent sale a été évincé, les propos diffamatoires, nous n'en avons pas vu, bien au contraire, chacun a focalisé sur ce que pouvait ramener de plus pour donc... C'est l'ANI qui a rappelé les règles justement d'une campagne électorale, entre guillemets, transparente, qui a frappé... Exactement, ça veut dire que finalement, c'est la reproduction de cette mise en garde de l'ANI, et surtout, j'allais dire, rendre cette vie politique plus ou moins correcte et un focal sur le droit et la responsabilité dans cette quête de briguer un mandat dans l'hémisphère du Parlement. Alors, il y a une chose qui nous a interpellés durant ces 3 semaines de campagne, c'est, vous donnerez votre avis, plusieurs partis ont lancé leur campagne depuis les wilayas du Sud. C'est une première. Alors, il y a eu le FLN, le RND. C'est pourquoi Faisal? Parce que c'est des régions qui, quand même, ont de plus en plus d'importance au niveau économique et politique. Pourquoi cette stratégie, à votre avis? Oui, c'est stratégique parce que les wilayas du Sud, c'est une partie intégrante de l'Algérie. C'est des wilayas qui sont très chers pour tous les Algériens. C'est des wilayas qui sont très vastes par rapport aux wilayas du Nord et qui ont besoin davantage d'investissements productifs. D'ailleurs, j'ai noté un peu dans les discours des candidats, des différents candidats, des différents partis, dans ceux qui sont partis animer des meetings dans le Sud, comme à Tamanrasset ou à Tindouf, ou à Ouergla, ou Al-Oued, Ouadsouf aussi, qui est une région agricole. Vous savez, Karim, que Ouadsouf, avec Biskra,
fournissent presque 35 à 40% des besoins nationaux en agriculture. Il y a quelques temps, c'était impossible. Et c'est vrai que l'État a fourni beaucoup d'efforts pour que ces wilayas continue donc d'investir dans le secteur agricole. Vous savez que le chef de l'État, Abdelmajid Tebboune, défend un projet très important, celui de la ligne ferroviaire reliant Alger à Tamna Rasset, qui sera, c'est les alliés du direct, qui aura donc une importance dans le futur. C'est des projets structurants importants pour le pays et la population, bien sûr, de ces régions va en bénéficier parce qu'il s'agit vraiment d'une ligne qui va traverser toute l'Algérie. C'est pratiquement du jamais vu. Il y a quelque temps, on pensait que c'était vraiment un rêve irréalisable parce qu'il s'agit de construire des lignes ferroviaires, des rails dans le sable et parfois dans un terrain très très difficile. C'était déjà le cas, on disait que c'était impossible avec la ligne minière de Garage Bilat et de Tindouf, reliant donc en allant vers Béchar et vers le nord. Maintenant, les citoyens de Béchar et de Tindouf, parce qu'il y avait la ligne Béchar-Oran, maintenant ils peuvent partir jusqu'à Oran. Donc le sud algérien a toujours été au cœur des préoccupations de l'État algérien et les partis politiques qui sont aussi des institutions représentatives des Algériens et qui peuvent aussi être des relais pour les choix de l'État. On parle de l'État, pas du pouvoir. Donc d'où ce déplacement vers le sud algérien, parce que le sud aussi a besoin de beaucoup d'investissements, notamment dans le secteur dans les projets structurants, dans les projets comme on les a évoqués. Il y a d'autres projets, comme les questions liées donc, par exemple à l'eau, à l'exploitation minière, mais aussi parce que le sud c'est aussi le grand futur de l'Algérie. Tout le monde pense. Les richesses du pays sont là-bas, les nappes phréatiques et les nappes albiennes sont dans le sud algérien, les terres rares sont dans le sud algérien, les richesses minières sont dans le sud algérien. Donc il s'agit aussi de préparer le futur de ces régions. Je ne parlerai pas des aspects sécuritaires parce que au-delà du sud algérien, il y a une région qui est instable, la région sahélo-saharienne, il y a une région instable, il y a des forces extra-africaines étrangères qui investissent dans l'instabilité, qui soutiennent des groupes armés. Et il s'agit aussi, parce que le développement est une manière de se prémunir contre les déstabilisations, le développement des régions, donc, notamment frontalières, pas uniquement dans le sud, mais aussi vers l'est et l'ouest, c'est très important pour un peu limiter les dégâts de ce qui est le trafic de drogue. On aura peut-être l'occasion d'en parler, notamment vers les frontières avec le pays, le voisin de l'ouest, où on a l'armée nationale populaire quotidiennement, d'une manière cyclique, dans des bilans qui sont parfois inquiétants. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, le Premier ministre, M. Superrieb, disait que la question du trafic de drogue et de la consommation est devenue une question de sécurité nationale. Donc, tous ces aspects sont liés. Le développement économique, le développement social est lié aussi aux aspects sécuritaires et à la nécessité de défendre la souveraineté de l'État. En tout cas, les chefs de parti ont pris à bras le corps ces thématiques. Abdelkader Soufi, c'est vrai, de nombreuses formations politiques ont opté pour le début de leur campagne à partir du sud, à l'instar du Front Moustarbel ou du RND, même du FLN, des partis politiques qui ont jeté leur dévolu sur les régions du sud, notamment à Ouergla et à l'Oued. Entre autres, les exemples ne manquent pas, mais qu'est-ce que cela dit selon vous? Est-ce que vous partagez l'avis de Faisal Metaoui? Absolument. Je pense dans la continuité de la stratégie de l'État algérien, donc qui a pris en considération la globalité du territoire et l'étendue de la population là où elle est, sur le territoire national. Je pense que les partis politiques ou les acteurs privés font partie justement du partenaire social de l'État. Et en tant que partenaire, donc, ils vont participer dans l'élaboration d'un programme ou l'accompagnement d'un projet. L'Algérie, nous parlions souvent du nord et du sud, de l'est et de l'ouest. Moi, je crois qu'on parle plus de l'est et de l'ouest parce que maintenant, le sud est pratiquement intégré dans le nord. Vous avez un projet comme celui de Garage Bilet qui va engendrer pratiquement 200 000 ou plus de postes d'emploi directs, plus de 100 000 on va dire. Vous savez, quand vous parlez de 100 000 de postes d'emploi directs, ça veut dire que c'est l'implantation de 100 000 familles sur place. Cela veut dire que vous êtes en train d'implanter une nouvelle ville. Le train lui-même, donc, qui va de Garage Villette jusqu'au nord,
est un autre moyen de locomotion qui rapproche le nord du sud. Et là, on parle plus d'une dynamique sociale et économique. La même chose quand vous parlez de Oued Amizour ou de la dorsale, aujourd'hui vers Tamanrasset. Tout cela fait que le mouvement humain, de la ressource humaine, devient plus fluide et les distances deviennent plus serrées, plus écourtées. Et si les partis politiques aujourd'hui vont commencer à partir de ces lieux qui étaient autrefois éloignés, aujourd'hui, donc ils sont dans le cœur de la campagne électorale, la vision le cœur dont on parlait tout à l'heure, sur le long terme. Bien sûr, dans le cœur de la vision. Et puis, le redéploiement de la population sous-entend qu'il y a une meilleure exploitation de la ressource naturelle, de la ressource minière et surtout une autre dynamique créatrice de richesse. L'Algérie qui s'oriente vers le sud, vers l'Afrique, a besoin de toutes les dynamiques possibles et imaginables partout à travers le territoire national. Je rejoins Faisal quand il dit la meilleure façon de contrecarrer le terrorisme, le crime organisé, c'est le développement et c'est la politique et la stratégie de l'Algérie, que ce soit en Algérie ou dans sa vision étrangère. D'ailleurs, tout l'accompagnement de l'Algérie avec les pays voisins repose sur le développement, car il est le seul moyen de faire taire les armes et de mettre fin aux guerres fratricides un peu partout. Donc, la fameuse doctrine du tout développement à la place du tout sécuritaire. Mais absolument. Vous savez, on l'avait avec le Niger, par exemple. Qu'est-ce qui pousse des populations tout entières à quitter leur territoire, à se faire massacrer, si ce n'est des éléments de pauvreté, la sécheresse, et tout cela engendre, je pense, des guerres et des guerres de survie. Le développement est seul le moyen à mettre un terme et placer un mur, une muraille telle que la muraille de Chine, entre l'extrémisme, le crime organisé, le terrorisme et la vie, la dignité des populations. Alors, législative 2026, bien entendu, les sujets évoqués ont un lien et pourraient même être une thématique principale au sein de ces élections, puisque beaucoup de partis ont entamé leur campagne à partir de ces régions du Sud, El Oued, Ouergla, entre autres. Mais de nombreuses également formations, à l'instar, on l'a dit, d'El Moustarbel, ont essayé de mettre en avant la richesse et les potentialités de ces régions du Sud. On le rappelle, avec les législatives, c'est 407 députés de la 10e législature de l'Assemblée populaire nationale pour un mandat de 5 ans. L'autorité nationale indépendante des élections, l'ANI, souligne qu'au total, 850 000 électeurs sont inscrits hors du pays, sont appelés donc aux urnes, sur un corps électoral national de 24 millions d'électeurs. Les différents partis appellent à une mobilisation massive. L'ANI a dû rappeler, Faisal Metaoui, à plusieurs reprises, les conditions pour valider les dossiers. Elle a été en avant de cette campagne de 3 semaines. Est-ce qu'on peut dire un mot sur son rôle, ses prérogatives et pourquoi elle a dû être obligée parfois de rappeler les conditions pour faire valider un dossier de candidature? Oui, parce qu'il fallait être sévère. Et vous savez comment la lutte contre l'argent sale était un credo et c'est une ligne directrice stratégique de l'État algérien à travers le président Tebboune depuis donc 2019. Cette question est toujours évoquée. C'est pour éviter qu'on achète des voix, que des personnes qui ont un passé douteux ou un passé, j'allais dire, qui remet en cause les intérêts du pays, notamment à travers la corruption, le blanchiment d'argent, etc. Vous avez vu comment l'Algérie a été déclassée, a été plutôt enlevée de la liste grise du GAFI, parce que les institutions de l'État, ils ont travaillé durement pour ça. Ça n'a pas été facile. Et donc, il s'agit d'avoir une composante qui est vraiment intègre, une composante,
Je ne dis pas que ceux qui sont à l'Assemblée nationale actuellement, à l'Assemblée sortante, ne sont pas intègres. Bien sûr, on ne les accuse pas, mais seulement qu'il faut aller améliorer un peu cette composante, parce que Karim, les chiffres donnés par l'ANI, par exemple, pour les candidats, vous avez parlé donc effectivement de 9 854 candidats. Parmi eux, 5 304 candidats sont des moins de 40 ans. Ça veut dire qu'il y a un rajeunissement très clair de l'Assemblée nationale. Je pense que cette prochaine législature, la prochaine Assemblée populaire nationale, sera la plus jeune de toute l'histoire de l'Algérie. Alors, au vu de ce candidat, c'est une manière aussi de donner la chance aux jeunes. Parce qu'on a combien de fois dit qu'il faut aussi que les jeunes se forment. L'université algérienne donc, forme plus de 250 000 à 300 000 donc, diplômés. C'est la conjugaison de la jeunesse avec la formation. Parce qu'il faut aussi élever le niveau des débats au sein de l'APN. Et d'ailleurs, parmi les 9 854 candidats, 4 673 sont des universitaires. Ça veut dire, donc vous voyez l'orientation. Et également les femmes. Il y a 2032 candidates, c'est quand même assez important. On a vu les affiches. Donc c'est une nouvelle composante. Et cette prochaine, parce que les jeunes restent les majoritaires dans le pays. Donc la représentation nationale doit être l'expression et doit être le reflet de cette présence. Et parce qu'il faut écouter les jeunes. Parce que maintenant, les préoccupations, c'est vrai qu'il y a des questions essentielles de la diversification économique, de la défense des frontières, de la défense de la souveraineté nationale, de la défense de la souveraineté alimentaire, technologique, etc. Mais il y a aussi la nécessité d'écouter un peu les préoccupations des jeunes pour s'inscrire dans le futur. Parce que ceux qui mènent des guerres connectives, ceux qui mènent des guerres hostiles à l'Algérie, jouent aussi beaucoup sur la jeunesse. On a parlé tout à l'heure de la drogue. La drogue est un moyen aussi de faire des pressions sur les États aujourd'hui. On le voit ce qui se passe dans certains pays africains et même en Amérique du Sud. Et aussi à travers ce désir, cette idée de pousser les jeunes à partir. Et les jeunes ne doivent pas partir. S'ils sont à l'Assemblée populaire nationale, s'ils sont des députés, s'ils vont défendre et écouter les jeunes comme eux, ils vont aller dans les wilayas à travers les commissions, parce qu'au sein de l'APN, ils vont, les demandes des jeunes, leurs préoccupations seront exprimées à travers les lois. D'où la nécessité parce que la participation est importante. La participation, autant au vote, c'est un droit et c'est un devoir aussi d'aller voter aux urnes, et on voit que notre communauté à l'étranger est en train de participer, mais il s'agit aussi de contribuer au débat. Et la contribution au débat se fera à travers les institutions, à travers l'Assemblée populaire nationale, à travers les assemblées populaires de wilaya et l'Assemblée populaire communale dans le futur, etc. Et l'ANI donc, a joué, effectivement, pour revenir à votre question, a joué ce rôle de filtre. Parce qu'elle a supprimé beaucoup de non pas pour les exclure, mais parce qu'il y avait des conditions, quand il était très clair. Ne pas avoir de dossier dans le judiciaire. C'est la loi. L'ANI n'a fait qu'appliquer la loi algérienne, le nouveau code électoral, parce qu'il faut être sévère. Il faut qu'on aille avec des institutions crédibilisées. Parce que l'Assemblée populaire nationale est une représentation importante et on voit que notre Parlement est en train de rayonner à l'étranger à travers M. Fatah Boutbé, qui a été élu président du Parlement africain. Et Fatah Boutbé aura une grande tâche, c'est de réformer le Parlement africain, d'améliorer, si vous voulez, le fonctionnement de cette institution africaine importante. Nous avons M. Bourali, qui a aussi été à la tête du Parlement interarabe. Donc c'est un Parlement qui a aussi une présence diplomatique. Et c'est pour ça qu'il doit être un Parlement de qualité. Ça veut dire sa composante doit être de qualité. Sa composante doit être en mesure de contribuer au débat national, mais également international, pour défendre les intérêts de l'Algérie. On le voit, il y a plusieurs enjeux qui sont inscrits dans cette campagne avec un débat national. On continue d'en parler après cette pause publicitaire. À tout de suite. Législatif 2026, on vote jeudi à l'étranger. On a déjà commencé à voter, donc c'est la dernière ligne droite nous concernant. L'autre enjeu de ces législatives, Faisal Mestaoui nous a parlé du poids de la jeunesse. Alors ça se déroule dans un contexte marqué justement par l'ouverture plus largement aux candidatures indépendantes et la présence significative des jeunes, justement, des jeunes universitaires parmi les postulants. On le voit, la jeune génération se sent de plus en plus concernée et ose justement s'impliquer dans ce débat national que sont les législatives. Abdelkader Soufi, vous qui travaillez, qui êtes en présence de ces jeunes, vous parlez avec eux, donc vous écoutez un peu leurs inquiétudes, leurs questionnements. Dites-nous un mot sur la présence de ces jeunes durant cette campagne.
Absolument. Écoutez, je pense que l'engagement des jeunes est total. Le débat, d'ailleurs, politique, comme vous l'avez si bien dit, donc, est passé des lieux publics sur les lieux des réseaux sociaux, mais d'une manière vraiment très réfléchie et très responsable. Les étudiants que nous avons justement donc à longueur d'année, vous sentez quand vous faites le débat politique ou quand dans le cours, moi j'ai l'avantage d'enseigner notamment les premières années dans l'introduction aux sciences politiques, et là vous voyez qu'il y a cet intérêt à vouloir comprendre déjà et à vouloir donc chercher comment y adhérer. Beaucoup de jeunes donc ont investi des partis politiques. Souvent, on vient me poser la question: qu'est-ce que vous pensez de ce parti ou celui-là? Moi, je dis il faut trouver donc le parti qui convient à vous, à vos aspirations, à votre façon de penser. Ce n'est pas important, donc, dans un premier temps, si vous choisissez tel ou tel, mais le plus important, c'est comment vous pouvez ramener le plus. Et ce qu'on sait, c'est comment que vous pouvez développer la pensée au sein du parti politique, parce qu'en définitive, un parti politique, c'est un programme, ou un programme qui va aller donc dans la continuité de ce qui est fait, ou dans l'opposition de ce qui manque. Dans tous les cas de figure, c'est toujours dans cette différence de pensée qu'on peut accéder ensemble, et d'ailleurs la science ne peut accéder que dans le différent. Donc c'est à partir du moment où on ne réfléchit pas de la même manière que nous pouvons ouvrir des débats, et de la discussion jaillit la lumière. Donc, effectivement, beaucoup de jeunes participent aujourd'hui dans l'élaboration de l'innovation de l'appareil de l'État. Beaucoup seront dans la représentation législative, le Parlement. D'autres, peut-être, seront dans le gouvernement à différentes échelles. Et ils seront aussi dans l'appareil judiciaire. Donc, ce sont ces jeunes-là qui vont venir, que ce soit dans le côté des sciences exactes, des sciences expérimentales ou des sciences sociales, tous, ou dans la formation et l'éducation. Tout un chacun a sa place aujourd'hui, du moment qu'il y a cette prise de conscience et que l'État a mis justement toutes les dispositions possibles déroulement, à l'organisation. Au déroulement, et aussi permettre à ces jeunes-là que jusque peut-être d'un passé récent, ils n'avaient aucune aspiration à faire de la politique parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Aujourd'hui, tous ces obstacles ont été écartés, bien au contraire. La numérisation a joué un rôle. La politique qui permet aux jeunes, justement, et aux femmes de participer, elle est claire et elle est appuyante dans la vision, que ce soit des jeunes ou que ce soit de leurs aspirations. Alors, vous l'avez dit un tout petit peu, Abdelkader Soufi, vous avez fait une observation avec la présence, la place de ces réseaux sociaux qui ont joué un rôle au sein de ces campagnes. Les formations politiques, on le voit, Faisal Metaoui, ont opté une sorte de virage numérique durant cette campagne. Et ça s'est avéré une réalité à travers la plupart de ces formations politiques qui étaient justement inscrits dans ce débat durant 3 semaines. Oui, parce que les réseaux sociaux, c'est un moyen aussi de faire de la publicité, de faire d'explications, etc. Avant de répondre, ça parle aux jeunes en plus. Oui, pour les jeunes, parce qu'on s'adresse aussi aux jeunes, parce que c'est l'électorat le plus important. Dans les 24 700 000 candidats électeurs inscrits sur les listes électorales, 60% sont des jeunes, donc c'est un grand public. Avant de répondre en détail à votre question, je suis revenu durant la pause aux causes de refus des listes par l'autorité nationale indépendante des élections. Figurez-vous, parmi les raisons, il y a des candidats qui se sont portés candidats, mais ils ne sont même pas inscrits sur les listes électorales.
dans leur circonscription, notamment, il y a 62 candidats. Donc, on est candidat pour l'Assemblée, mais on n'a pas de carte de vote. C'est bizarre. Ouais. Mais il y a aussi des personnes qui ont été rejetées parce qu'ils ont leur situation est litigieuse avec l'administration fiscale. Donc, vous voyez, les critères ont été affinés, hein, franchement, affinés. Il y a des personnes qui ont été accusés de faire dans la migration politique, TJLCS en arabe, c'est parce que dans le passé, on a souffert beaucoup de ça. On se retrouve avec un candidat qui se présente sous les couleurs d'un parti, le FLN par exemple, Front de Libération Nationale, qui va aller à l'Assemblée nationale, et au niveau de l'Assemblée nationale, il dira non, moi je ne suis plus du FLN, je suis du RND. Ça, c'est une trahison de l'électorat, parce que les gens, si vous ont élu, c'est vous ont élu parce que vous êtes de ce parti, parce que vous représentez un courant politique, une idée, etc. Et donc 72 candidats ont été rejetés à cause de ça. D'autres ont été rejetés parce qu'ils ont des rapports douteux avec des milieux financiers, des milieux donc, de la corruption, etc. D'autres qui ont été condamnés par des peines privatives de liberté, mais qui n'ont pas été réhabilités. C'est plein de raisons donc, pour répondre et détailler la précédente réponse. Combattre un peu les aventuriers, ce genre d'aventuriers au niveau de la politique. Oui, parce que c'est important d'aller vers une qualité, parce qu'il s'agit, on parle de qualité de produit, une moralité aussi. Une moralité aussi, voilà. Parce qu'il faut être intègre, il faut être moralement irréprochable pour défendre les intérêts du citoyen. Nous avons souffert pendant le règne précédent de la corruption à tous les niveaux, le blanchiment d'argent, le détournement de fonds, de crédits qui n'ont pas été remboursés. Donc maintenant, l'État algérien est en train de passer à une nouvelle phase où toutes ces institutions, le Parlement, les assemblées locales, etc., doivent être ne souffrir d'aucun reproche, parce que c'est aussi le Hirak Moubarak qui a plaidé pour ça. Il a dénoncé les voleurs. Vous vous rappelez des slogans. Maintenant, pour répondre à votre question, Karim, les réseaux sociaux, oui, ces réseaux sociaux sont devenus un moyen important. Et les partis, que si je compare par exemple la précédente campagne de 2021, les partis politiques, même les candidats indépendants, ont beaucoup utilisé les réseaux sociaux, pas uniquement le Facebook, parce qu'on a tendance à parler du Facebook, et c'est vrai que c'est un réseau très important, mais ils sont présents sur X, ils sont présents sur TikTok, ils sont présents même sur Snapchat. On pense que Snapchat, c'est une application qui est destinée aux jeunes, mais justement, parce qu'on veut s'adresser aux jeunes à travers ces moyens pour développer des idées, essayer d'expliquer. D'ailleurs, même on a travaillé sur l'image. Il y a un travail sur l'image, sur le choix des couleurs. Si vous avez vu, Karim, les affiches des candidats et des partis sont beaucoup plus professionnels, entre guillemets, ça veut dire dans le choix des couleurs, dans les mots utilisés, dans la manière. C'est un travail graphique qui était important, d'infographie aussi important, esthétique. Donc, mais ça fait partie aussi du travail politique, parce que le travail politique, il n'y a pas que le fond. Les idées qu'on défend, ou qu'on propose, ou les idées les opinions qu'on peut exprimer, mais aussi la forme. Et la forme, on sait que nous vivons l'époque de l'image, l'époque du paraître, qui est importante, et d'où l'importance aussi de bien paraître aux yeux de l'électeur. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, effectivement, ont eu un très grand rôle, et je pense qu'ils, dans le futur, auront plus de rôle, ils seront déterminants dans le choix des électeurs. Alors, je vous lis cet édito rapide. Ces élections s'inscrivent en droite ligne de la continuité du processus de construction institutionnelle de la nation. Elles constituent une étape cruciale dans la consolidation de l'état de droit et le parachèvement du projet du renouveau de l'Algérie nouvelle qui progresse à pas ferme sur cette voie éditoriale de la revue El Jaish numéro du mois de juin 2026. D'ailleurs, ça a été largement repris par la presse nationale. On ne va pas se le cacher, Abdelkader Soufi, l'autre enjeu de ces élections est justement l'abstention. C'est le gros point d'interrogation. C'est pour ça que plusieurs partis, alors ils sont d'accord sur rien, mais tout le monde en a appelé à un déplacement et un vote massif. Oui, je pense, j'ouvre une petite parenthèse, ce qui est bien aussi. Donc, dans ces réformes, tout parti politique qui ne participe pas 2 fois d'affilée dont les législatives serait interdit justement de travail. Aussi pour les candidats élus qui ont été élus, donc pas plus de 2 mandats, cela rentre dans cet ordre de créer des équilibres. L'alternance aussi. Et l'alternance, voilà. Oui. Maintenant, il est vrai que
la modernisation de l'État passe justement par un ensemble d'éléments qui fait que l'engagement de l'État, mais l'engagement de la population, car cette relation d'équilibre, pour créer un État stable, il faudrait que tout le monde participe dans cette stabilisation. Et chaque personne doit se considérer comme étant l'État, car l'État est une personne morale et non pas une personne physique. Et du moment que vous allez participer dans cette élection, vous avez le titre d'électeur, donc vous avez la qualité de la personne morale aussi. Quand vous êtes élu, vous avez la qualité de la personne morale. Et chacun doit participer de son côté pour l'équilibre des forces et surtout la mise en place d'une convergence entre l'ensemble des acteurs pour atteindre les objectifs tracés, bien sûr, par l'État. Et ces objectifs, ce ne sont pas des objectifs, j'allais dire, solides. Non, plutôt solides, non, je cherche le terme. Ce ne sont pas des objectifs qui ne peuvent pas, j'allais dire, évoluer. Ce sont des objectifs, rigides, je cherchais le terme. Ce sont des objectifs évolutifs en fonction de ce qui est, de ce qui va... En effet, c'est ce qui va se déterminer. Se dessiner, de ce qui va se dessiner. Le taux d'abstention, le gros point d'interrogation. Je reviens au taux d'abstention. C'est un test justement. majeur, c'est un test à grande oui, mais le taux d'abstention. Enfin, taux d'abstention, c'est l'inconnu. Non, le taux d'abstention, c'est une autre chose. Vous savez, c'est le comportement de l'être humain, on peut le scinder en trois. Donc, il y a de grands chercheurs dans les sciences politiques et les sciences sociales ont pu détecter ce caractère chez la population. Mmh. Il y a d'abord ce comportement passif. Ce comportement passif, ça veut dire qu'on est dans le débat, mais on reste seulement dans le débat et on ne va pas dans l'acte final, celui de participer. Ça, ce qui fait que cette catégorie, elle existe et vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a une abstention, c'est parce que les gens n'ont pas d'intérêt. C'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt, mais qui n'ont pas cette culture d'aller voter. Il y a une deuxième partie de catégorie de gens qui pensent que l'État ou l'action de l'État se passe seulement sur la locale. Donc on a tendance plus à aller voter quand c'est les municipales ou les wilayales et on s'abstient. Vote par proximité. Voilà. Donc la troisième catégorie, celle-là, c'est celle qui est engagée, qui est politisée et qui est dynamique. Et celle-là, donc non seulement elle participe, mais elle sait de drainer avec elle les deux autres catégories. Donc maintenant, quand on revient à l'abstention, vous savez, c'est pas l'abstention, c'est le niveau d'implication. Le niveau d'implication, justement, il faut le mettre dans cet ordre. Donc, automatiquement, si vous n'avez pas des chiffres grands dans la participation, cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas intéressés. Évidemment. Ou ne s'intéressent pas à la vie politique, ou qui ne sont pas acteurs. Seulement, il y a ce qu'on appelle les passifs, ou ceux qui pensent que seulement l'acte se fait juste quand c'est au niveau de la locale. Je parle un peu de ce niveau d'implication, le facteur d'implication des électeurs, parce que durant cette campagne, beaucoup de chefs de parti ont insisté sur cette implication de nos concitoyens pour ce rendez-vous électoral. Il faut que les citoyens se déplacent justement pour se prononcer par rapport à l'architecture de l'Assemblée nationale de ces 5 prochaines années, d'où l'appel de l'ensemble des partis au déplacement de jeudi, Faisal Metaoui. Oui, la participation. On a insisté sur ça. La participation est importante. Maintenant, historiquement, la participation pour les élections législatives est toujours moins importante que la participation, comme l'a expliqué M. Sophie, aux élections locales,
parce qu'il y a la proximité, mais également les élections présidentielles. Et dans le monde aussi, c'est une tendance mondiale, les participations au vote ne sont pas au même niveau qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. Et les scores brejneviens de 99% de participation n'existent plus partout dans le monde. Donc c'est vrai, mais la participation, effectivement, c'est un acte citoyen. Voter en Algérie est un droit avant d'être un devoir. Et si on veut changer les choses, si on veut contribuer aussi à la vie de la nation, et ce serait bien d'aller voter, parce que rester derrière son petit écran et dénoncer ceci ou cela sans participer, ça ne sert à rien. C'est une manière, même si on vote Blanc. non, même si on vote blanc, il faut voter. Voter blanc, c'est une manière, c'est un point de vue politique important. C'est vrai que pour les partis ont plaidé pour cette participation, donc surtout de la jeunesse, parce que le futur de l'Algérie sera fait par les jeunes, de toute façon. Et cette Assemblée nationale va donc être présente pendant 5 ans. Il s'agira aussi de contribuer au débat, contribuer au développement de la nation, contribuer aussi à l'évolution du pays à tous les niveaux. Et cette participation donc, au vote sera importante. On verra comment elle sera, à mon avis. Mais c'est aussi un signe. Mais comme l'a expliqué M. Sopé, ne pas participer, ça ne signifie pas qu'on est désintéressé. On peut ne pas participer en donnant son point de vue autrement. Et maintenant, à mon avis, la balle est dans le camp des futurs députés. Parce qu'un député est censé représenter le peuple algérien. Et le député, il a un mandat national, il n'a pas un mandat local. Parce qu'on a constaté ça par le passé, dans les précédentes législatures, les députés défendent leur wilaya. Ils ont le droit de le faire, mais ils ont un mandat national. Et donc un député doit avoir des permanences, doit avoir une page sur les réseaux sociaux, il doit avoir un téléphone vert pour recevoir les doléances des citoyens, parce qu'il n'y a pas que le wali ou le chef de daïra ou le président d'APC qui est là pour prendre en charge la préoccupation du citoyen. Un député peut contribuer avec les autorités locales et avec les autorités nationales à trouver des résultats. Et donc les citoyens ont aussi besoin de voir ces députés sur le terrain. Et je sais que par les précédentes législatures, il y a beaucoup de députés qui ont fait leur travail, on les a vus dans les débats, on les a vus la contribution, mais cette contribution doit être plus importante. Et donc les citoyens, c'est pour ça que parfois la participation, on l'a vu dans les élections de 2021, même des élections d'avant, c'est-à-dire les élections de 2017 et même de 2012, parce qu'on a eu plusieurs élections, donc 9 déjà législatures, la tendance est parfois elle augmente, parfois elle baisse, etc. Mais généralement, ça ne dépasse pas 50%. 50% de l'électorat. Ça veut dire que plus le Parlement est un Parlement de qualité, plus le Parlement contribue à la vie de la nation, plus le Parlement vient avec des lois, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui propose des lois, les députés, ils ont le droit de proposer des lois, et dans tous les secteurs. C'est parmi leurs missions. C'est leur mission. Plus il est là, plus les citoyens leur font confiance, parce qu'il s'agit aussi de confiance. Et d'ailleurs, dans les différentes déclarations des candidats, cette question de la confiance a été abordée, parce que l'édification de l'Algérie nouvelle, c'est un grand plaidoyer du président Al-Medjid Tebboune, doit aussi être s'accompagner de ça, de parlement de qualité, de la transparence, de l'intégrité des élus qui doivent donner l'exemple dans leur région. Ils ne doivent pas se comporter comme des nababs, entre guillemets, si j'ose le terme. Ça veut dire qu'un député aussi, il doit être toujours près de la population, il doit alerter les autorités, il doit accompagner le wali, l'intermédiaire des citoyens. C'est vrai qu'il y a la médiature de la République, il y a des médiateurs de la République, mais les députés aussi sont un médiateur. Ils ont cette mission de médiation. C'est pour ça que le choix fait par l'ANI, à la base, est un choix important. C'est-à-dire qu'on a choisi, ou si vous voulez, on a sélectionné, on a mis à l'écart ceux qui peuvent ne pas contribuer comme il le faut à cette dynamique, parce que l'Algérie est en train d'avancer à une vitesse très grand V dans tous les secteurs, notamment le secteur économique, minier, dans plusieurs domaines. Les institutions qui sont l'expression de la représentation nationale doivent aussi être à la hauteur à travers le choix des candidats. Et donc, en fait, c'est une continuité, parce que c'est une continuité qui a commencé il y a depuis 2019, de redonner confiance aux Algériens à leurs institutions, aussi d'améliorer davantage l'image du pays à l'extérieur, de crédibiliser les institutions, notamment les
l'Assemblée nationale populaire et dans le futur, je pense que même indirectement le Conseil de la Nation, parce qu'il y a des renouvellements qui se font chaque 3 ans, mais également les assemblées populaires communales qui est aussi la base. Parce que plus il y a des jeunes au niveau des communes, je pense que ça a commencé avec les élections 2021, plus c'est mieux, plus l'écoute sera plus importante. Je ne dis pas que les personnes âgées ne sont pas capables d'écouter, pour ne pas... mais les Français, on pensait qu'on est dans cette lutte de génération. Non, on a besoin de tout, l'Algérie a besoin de tous ses enfants. Mais disons que l'implication, à mon avis, je reviens au débat tout à l'heure sur les jeunes, des jeunes est très importante parce qu'elle s'inscrit dans le futur. C'est là la société politique se construit de cette manière aussi. Quand on a des élus qui sont au niveau d'une assemblée locale, on reviendra peut-être dans les prochains mois, il va s'imprégner des dossiers de l'écologie, de l'eau, de l'agriculture, du nettoyage des quartiers, de la sécurité des quartiers. C'est répondre aux attentes aussi. Pour répondre aux attentes des jeunes, des jeunes diplômés, des jeunes femmes aussi, connaissent un peu mieux. Et c'est ça, en fait, la formation politique. Évidemment, les partis ont aussi un rôle, comme la société civile a aussi un rôle de formation de terrain. Allez-y, je vous en prie. Moi, je crois que c'est dans la continuité de ce que dit Faisal. Généralement, quand on dit le désintéressement des jeunes, peut-être que le débat politique n'a pas atteint justement cet intérêt ou attirer l'intérêt du citoyen, donc répondre à ses aspirations, à ces questions qu'il pose, c'est important. D'ailleurs, un élu, donc un député, il a plus d'une mission. L'écoute est importante. Bien sûr. C'est très important, bien sûr, être à l'écoute et savoir écouter. Oui. Donc, ce n'est pas écouter pour écouter, c'est savoir écouter et donc lire ce qu'il y a dans l'approche et pouvoir la reproduire d'une façon à attirer l'attention donc du citoyen. Et aussi, solutionner des problèmes, tout simplement. Enfin, tenter de le faire. Des solutions. Le fait d'être médiateur, c'est quoi? C'est savoir écouter et reproduire donc le discours du citoyen à un niveau plus élevé. Mais aussi dans d'autres sens. C'est pouvoir reprendre le discours officiel et le vulgariser aux citoyens, donc le rendre accessible à tous. C'est ça, ce rôle. En plus d'avoir le rôle de législateur à travers donc la participation dans la rédaction des lois et aussi la discussion des lois, mais il y a aussi un autre aspect qui est important. C'est donc quand on parle de la législation, participer à légiférer, c'est à l'intérieur et à l'international. Parce qu'il y a cet aspect de diplomate, la diplomatie parlementaire et populaire, que Faisal, justement, on a parlé tout à l'heure, et le fait de participer à l'élaboration d'une législation forte au niveau africain, au niveau arabe, mène justement la politique nationale algérienne à un autre niveau. Et il y a aussi donc un autre aspect qui est important, à savoir il est protecteur de la sécurité nationale, cet élu. Et à partir de cela, il doit être très à l'écoute du citoyen pour créer corps, en définitive, avec le sommet et la base. Une responsabilité de confiance, oui, relais, très grande rôle, responsabilité. Une vitrine de et l'État. c'est pourquoi justement, des fois, les populations sont en colère contre certains élus parce qu'une fois élus, ils ne les voient plus. Alors que, en principe, il doit avoir une représentation locale, il doit être à l'écoute tout le temps de la population. C'est à partir de cela qu'on s'inspire donc, et qu'on peut inspirer l'institution exécutive donc, dans la prise en charge réelle de la population à différentes situations et à différents niveaux. Merci pour ces rappels, Abdelkader Soufi. De toute façon, on continuera d'en parler de ces législatives 2026 qui auront lieu jeudi. Il y a beaucoup de choses encore à nous dire. On le fera durant la troisième partie, à tout de suite après cette pause publicitaire.
Troisième partie de notre émission consacrée aux législatives Algérie 2026. Dernière ligne droite, les derniers préparatifs, 407 sièges de députés à renouveler, non pas à pourvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, ce sont les derniers préparatifs. On parlait du rôle de l'ANI durant ces 3 semaines. Alors, il y a une rigueur dans la mobilisation du processus électoral. La rigueur également, donc organisée par l'ANI, la mobilisation sans précédent des partis politiques et des candidats indépendants également, qui témoignent, on l'a dit, je crois qu'on l'a assez démontré, de la vitalité de la démocratie algérienne. Le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales et des Transports a consacré, c'est lui qui le dit, un budget de 23 milliards de dinars aux préparatifs matériels et logistiques des élections législatives. Les détails de cette opération étaient présentés mardi par le directeur général des Finances et des Moyens généraux du ministère et de la part de Nourdine Guellel. On met les grands moyens pour une forme de maturité de l'exercice. Il y a une forme de consolidation. C'est du jamais vu, Faisal Metaouis. En tout cas, c'est historique à ce niveau-là, c'est sûr. Oui, absolument, parce que c'est la première assemblée à 407 députés. On a rappelé que le nombre de wilayas est passé de 48 à 69, parce que l'Algérie est un pays continent, c'est un pays très vaste. On a 1541 communes, et peut-être qu'on aura plus de communes dans le futur, parce qu'il s'agit aussi d'avoir un aménagement territorial qui prenne en compte déjà la densité démographique, les besoins de la population, mais également les impératifs sécuritaires. Et c'est pour ça que l'État met les moyens pour que l'opération soit réussie. L'opération, parce que on a parlé tout à l'heure du début des opérations électorales donc de notre communauté nationale installée à l'étranger, presque 1 million d'inscrits sur les listes électorales. Il y a aussi les bureaux itinérants dans le sud algérien. L'opération a commencé aussi sur beaucoup de wilayas, des wilayas aussi vastes que peut-être 7 fois ou 8 fois la Suisse, comme la wilaya d'Adrar ou la wilaya de Taman Rasat ou la wilaya de Ouargla. Donc pour ça, il faut des moyens de transport, il faut de personnel mobilisé, il faut un encadrement des centres de vote et des bureaux de vote, il faut des urnes, il faut aussi sécuriser l'opération électorale, prendre en charge aussi le personnel qui s'occupe et qui encadre l'opération électorale. Donc effectivement des moyens pour que l'opération ne souffre d'aucune carence. C'est vrai que l'autorité nationale indépendante des élections qui encadre l'opération, mais sur le plan logistique et technique, c'est le ministère de l'Intérieur et des collectivités locales à travers les wilayas, à travers les daïras pardon, et les communes qui prennent en charge tous ces aspects pour que l'opération se déroule dans de bonnes conditions d'abord, que les électeurs soient à l'aise lorsqu'ils se déplacent dans les bureaux de urne, qu'il n'y ait pas de couac ou d'incidents. Bon, c'est vrai que dans les dernières années, on a vu une nette amélioration de l'organisation des élections. C'était le cas notamment des élections locales, les élections législatives 2021, puis les élections présidentielles de 2019 et après. Et donc, l'État met les moyens pour que les élections soient aussi au standard mondiaux, parce que vous savez qu'il y a des indices d'évaluation par les organisations internationales, notamment les indices liés aux opérations électorales, comment ils sont organisés, de quelle manière, comment les monitoring se fait, comment l'urne sont élaborées, etc. Et donc, parce que pour aller dans le sens de ces soupes, c'est aussi la modernisation de l'État, parce que la modernisation de l'État passe aussi par une parfaite organisation des consultations électorales. Nous n'en avons pas beaucoup. En Algérie, il y a les élections présidentielles, il y a les élections locales et législatives. Parfois, il y a des référendums lorsque les besoins politiques se font sentir. Mais disons que globalement, oui, l'État, cette élection législative du 2 juillet 2026 sera historique par rapport à la composante du Parlement et par rapport aussi au rôle qu'aura à jouer la prochaine législature, donc dans les prochaines 5 années. On continue de parler de ces législatives avec beaucoup d'autres sujets, notamment la diaspora. On a beaucoup de sujets et des thématiques consacrées à notre communauté nationale à l'étranger. On verra son niveau de mobilisation. Pour en parler, j'accueille Saïd Anani. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Député des Algériens à l'étranger, vous nous parlez depuis Toulouse. Encore une fois, bienvenue. Vous êtes rejoint par Karim Belgassem, analyste en politique, entre autres, enseignant. Toujours un plaisir de vous recevoir, Karim Belgassem. Bienvenue. Bonsoir Karim, je salue Faisal et puis mon confrère et puis tous vos téléspectateurs, bien entendu. Bonsoir.
Un plaisir de vous recevoir, mais avant de vous donner la parole, messieurs, on va s'intéresser justement à ces Algériens qui votent à l'étranger, et plus particulièrement depuis Montréal. C'est un sujet signé Amel Amziane Zitouni. On revient tout de suite après. S'appuyant sur les épaules de sa fille, il se dirige avec assurance vers le bureau de vote. Abdelwahab Delouazi est non-voyant, mais son handicap visuel n'a jamais représenté un obstacle pour sa participation aux élections nationales. Il tient à exercer son droit constitutionnel et à choisir ses représentants à chaque scrutin. Accompagné de sa femme et de sa fille, Abdelwahab est déterminé à exercer son droit de vote, témoignant ainsi de l'attachement de la communauté algérienne à son droit de participer, quelles que soient les circonstances. Dieu merci, on est venu aujourd'hui ici pour accomplir notre devoir en tant qu'Algériens établis au Canada. Le vote se déroule bien, il y a un très très bon accueil. Nous sommes contents et motivés pour accomplir notre devoir en tant que citoyens algériens. La fille d'Abdelwahab confirme qu'accompagner son père au bureau de vote est devenu une tradition qu'elle perpétue à chaque élection, malgré ses problèmes de santé. Cela découle de sa conviction de l'importance de participer au choix des représentants de la communauté au Parlement. Aujourd'hui, je suis ici au consulat algérien de Montréal. J'ai accompagné mon père qui a participé aux élections législatives. Il est toujours déterminé à participer aux élections algériennes et à accomplir tout devoir national. Je suis fière de lui. Malgré son handicap, il a passé toute la nuit à réfléchir à ce rendez-vous et il nous a tous encouragés à y participer. Abdelwahab termine sa visite au bureau de vote comme il l'a commencé. D'un pas calme et avec détermination inébranlable, cette scène résume parfaitement le sens de la participation pour de nombreux membres de la communauté algérienne, où le handicap n'est pas un obstacle à l'exercice du droit de vote, mais au contraire un témoignage de la force de volonté et de l'attachement à l'identité nationale. Un sujet, encore une fois, signé Amel Amziane Zitouni, de ces Algériens, illustré par ce monsieur qui vote justement à partir de Montréal. Alors, Saïd Hanani, député algérien à l'étranger, vous êtes à Toulouse. Parlez-nous des opérations du vote de ces législatives depuis ce département de Haute-et-Garonne. Parlez-nous justement de ce niveau ou de la dynamique qui vous avez observé avec, on le rappelle, les fortes chaleurs de ces derniers jours. Effectivement, malgré les conditions climatiques difficiles, hein, vous avez cité la canicule, malgré également la Coupe du Monde qui fait que les gens veillent très tard pour voir l'équipe nationale d'Algérie, malgré la distance qui sépare parfois certaines villes de Toulouse ou d'autres centres de vote. On a vu les Algériens avec détermination se présenter au bureau de vote, aux représentations consulaires à Toulouse, sur plusieurs villes, avec beaucoup de détermination, beaucoup de volonté. Et surtout, cette année, elle est marquée par la présence de beaucoup de jeunes Algériens, dont la plupart sont des étudiants. Et ceci traduit également le taux de participation à la candidature aux élections législatives des jeunes qui représentaient sur chaque liste, comme vous le savez, 50%. Donc, chez nous, ça se passe très, très bien. Il y a une ferme volonté de participer à ces élections. Les bureaux sont ouverts, l'accueil est magnifique, l'organisation est parfaite. Je parle en l'occurrence de Toulouse. Mais je sais aussi que c'est le cas dans tous les départements de la zone 3 que je représente, notamment Montpellier, Marseille, qui est le chef-lieu de la zone 3, Bordeaux, Lyon, Saint-Étienne, etc. Donc, cela nous encourage à poursuivre dans cette dynamique. La volonté de la communauté algérienne est représentée par ce monsieur Delouazi qui est au Canada, qui offre une image radieuse de la détermination d'un Algérien à accomplir son devoir, à participer au renforcement des institutions algériennes, leur donner beaucoup de valeur. Et puis, ces élections qui vont accoucher
d'élections de députés qui vont représenter toute la communauté et qui seront, je l'espère bien, à la hauteur de cette mission. J'ai bien écouté juste avant que vous m'accordiez la parole à votre invité qui a parlé effectivement du rôle du député. Et c'est exactement le cas parce que on attend beaucoup de nos députés pour essayer de faire le lien et d'assurer le lien entre la communauté et la mère patrie, essayer de transmettre les espoirs, essayer de transmettre On a tout ça. Allez-y, Lanani. On a semble-t-il un petit souci de communication. On tentera de l'établir rapidement. Karim Belgassem, la diaspora algérienne, vous nous parlez depuis Lyon, je le rappelle, la diaspora algérienne est au rendez-vous d'après les images et qui nous parviennent. C'est vrai que c'est étonnant de les voir un peu voter partout pour une élection qui est, en tout cas, qui est d'habitude moins fréquentée quand on compare avec la présidentielle. Racontez-nous, vous, à partir de Lyon, quelles sont les images ou quelles sont les expériences ou les observations que vous avez envie de partager avec nous par rapport à cette séquence? Eh bien, c'est un constat identique à celui qui a été fait sur Toulouse. Il y a une forte mobilisation. Alors, je dis forte mobilisation, on tient compte effectivement du climat actuel, c'est-à-dire les fortes chaleurs. On est quand même en période de semaine travaillée et il y a des déplacements parfois importants pour rejoindre les bureaux de vote. Et non seulement cela, il y a, je dirais, une diversité de la population. Il y a une participation intergénérationnelle. Il y a des retraités, des familles, des jeunes actifs, des étudiants et de nombreux cadres supérieurs qui sont présents. Donc, même s'il est encore trop tôt pour estimer le taux de participation, on risque cependant d'avoir une bonne surprise par rapport à ce taux-là. Mais il n'y a pas vraiment à être surpris. On peut être surpris à moitié, mais on ne peut pas être surpris aussi pour une raison simple, c'est qu'il y a quand même un renforcement du sentiment d'appartenance envers l'Algérie, puisque le président Tebboune a appelé à mobiliser la diaspora algérienne présente en France et dans d'autres pays étrangers. Et puis surtout, il y a le contexte politique et géopolitique, les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie qui durent depuis maintenant plusieurs mois avec le passage de l'ancien ministre de l'Intérieur qui n'ont fait que renforcer ce sentiment d'appartenance. Il y a plein de facteurs comme ça où il y a une certaine, n'ayons pas peur de le dire, une certaine algérophobie puisqu'il y a certains partis politiques ou certains médias qui véhiculent des images complètement biaisées et négatives, voire diffamatoires de l'Algérie. Donc, ça a quand même renforcé ce sentiment national. Et puis, dernière chose, il y avait un livre qui était paru il y a 1 ou 2 ans qui s'appelle « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », parce que vous avez des membres de notre communauté qui ne se sont pas sentis acceptés par certaines institutions françaises où la recherche du travail également est très, très compliquée. Donc, certaines personnes se disent, bon, ben, autant se rattacher à notre patrie d'origine où nous nous sentons chez nous et autant apporter notre savoir-faire pour notre pays. Donc, on peut expliquer par plusieurs raisons cette forte mobilisation qui est en tout cas très prometteuse et dont on ne peut que se réjouir. On continue d'établir un compte-rendu de ces votants algériens et qui exercent donc leur devoir citoyen à l'étranger. Tout à l'heure, on a parlé de Valence avec notre correspondante Iman Mera. Cette fois-ci, on se déplace à Paris avec Samira Bouabdallah qui couvre les élections législatives depuis le début au sein de la région parisienne. Alors, Samira, bonsoir. Est-ce que la dynamique est toujours au rendez-vous ? Bonsoir Karim, ce 4e jour de scrutin s'achève sur une mobilisation remarquable ici à Paris. Sur le terrain, les générations se sont succédées tout au long de la journée. Donc les aînés ont ouvert la marche en matinée, suivi en fin d'après-midi par un rush massif de jeunes cadres dès la sortie des bureaux. Pour soutenir cette affluence, l'autorité nationale indépendante des élections a déployé des navettes dédiées aux personnes âgées, tandis que le consulat maintenait ses prestations consulaires pour permettre aux citoyens de lier l'utile
l'utile à l'essentiel. Donc les urnes sont désormais scellées, Karim. La dynamique est installée alors que nous basculons dans la dernière ligne droite avant la clôture après-demain, soit ce jeudi 2 juillet. Merci Samuel Abdallah pour ce compte rendu. Vous étiez, je le rappelle, depuis Paris où vous couvrez les élections depuis le début. Alors justement, Karim Belgassem nous parlait des inquiétudes qui traversaient certains représentants de la communauté nationale à l'étranger. Il a parlé notamment d'algérophobie. Saïd Lanani, dans les inquiétudes ou les questionnements, les interrogations qui arrivent en premier par rapport aux votants, est-ce que vous entendez ce type d'inquiétude, l'algérophobie, le racisme de la part des gens que vous avez rencontrés ou qui sont venus voter tout simplement? Tout à fait, parce que cette algérophobie a été ressentie de façon très très forte. Elle a touché tous les Algériens et paradoxalement, elle a produit un effet inverse de ce qu'elle escomptait, c'est-à-dire que les Algériens se sont soudés de façon admirable, ils se sont retrouvés. Et il y a une unité nationale que je peux qualifier d'impeccable. Et cette unité, c'est affirmé au fil des jours, et à chaque fois qu'il y a une manifestation hostile à l'Algérie ou aux Algériens, la communauté se sentait vraiment solidaire, renforcée dans sa fierté nationale et dans son envie de garder le but de son existence et de sa présence en France. C'est-à-dire que, en définitive, les manifestations hostiles ont renforcé de façon considérable l'unité nationale, la solidarité nationale. Les Algériens se sont serrés les coudes et ont signifié par là leur solidarité, et ça n'a fait que renforcer de toute façon la solidarité et l'unité nationale. Les élections sont actuellement l'expression de cette solidarité, et les Algériens affluent au niveau des bureaux de vote de façon constante, harmonieuse, et d'autant plus que, comme vous le savez, le président algérien, M. Abdelmajid Tebboune, a proposé à augmenter le nombre de députés à la communauté algérienne à l'étranger. En France particulièrement, elle est passée de 4 à 6, et dans le monde, elle est passée donc de 8 à 12. Donc, ce qui a ouvert le champ politique et ouvert le champ de la concurrence entre les Algériens afin de servir leur pays et donner le meilleur d'eux-mêmes pour leur pays, comme les autorités nationales ont ouvert ce champ. Les Algériens ont répondu favorablement à cet appel et se dirigent de chaque jour, du matin au soir, vers les bureaux de vote pour assurer leur devoir civique. C'est un devoir civique, c'est un devoir, je dirais même, moral, et surtout, c'est une manifestation démocratique parce que le compatriote, le citoyen algérien va choisir son élu par lui-même sans aucune contrainte de quiconque ou de quelle nature que ce soit. Karim Belgassem, on l'a vu, les Algériens de France se dotent d'une nouvelle, on va oser le mot, d'une nouvelle élite, puisqu'il y a beaucoup de jeunes et surtout beaucoup de diplômés formés avec des diplômes universitaires assez poussés, en tout cas qui veulent justement s'inscrire dans le débat national en Algérie. Et justement, ça arrive à un moment donné où il y a un contexte, ça va un peu mieux en ce moment, mais en tout cas, ils se mettent à exister de plus en plus dans un contexte diplomatique un peu tendu entre Paris et Alger. N'est-ce pas au fond la meilleure réponse de est-ce que c'est pas au fond le meilleur pont entre les deux rives? Exactement. Alors, Karim, je vais volontairement vous plagier, puisqu'il y a 2 jours, on avait fait un débat sur ce sujet et vous aviez cité John Kennedy qui avait dit ne demandez-vous que vous pouvez faire pour votre pays plutôt que l'inverse. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Cette crise diplomatique qui a été alimentée par quelques personnes
comme je vous le disais tout à l'heure, n'a fait que renforcer ce sentiment national. Et il y a cette force vive algérienne qui est diplômée, qui a un savoir-faire, qui a envie de transmettre, d'apporter son savoir-faire avec toute l'humilité qu'il faut avoir, bien entendu, puisqu'il y a aussi des forces vives en Algérie. Il est important qu'il y ait ces troncs communs entre à la fois la diaspora et les Algériens, même s'ils ne font qu'un, rappelons-le encore une fois. Et donc, effectivement, il y a aussi un autre élément, c'est que l'Algérie, depuis quelques années, a engrangé des gages de crédibilité au niveau international, puisqu'il y a aussi cette de conduite par rapport au conflit israélo-palestinien et précisément à ce qui se passe à Gaza, où l'Algérie a depuis des décennies une position ferme et précise avec ses piliers qui se reposent sur le respect du droit international, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et comme le droit international est de plus en plus bafoué, on ne respecte que les gens qui ont une ligne de conduite. Et là, en l'occurrence, l'Algérie a cette politique cohérente, constante, qui est reconnue par pas mal de pays. Donc, il y a quand même un gage de crédibilité. Il y a quand même une bonne voie qui est à suivre. Cette diaspora se dit, bah oui, au final, l'Algérie est une terre d'avenir, parce que non seulement l'Afrique sera le continent du XXIe siècle, ça je le répète à chaque fois, mais je le répète encore une fois, vous m'excuserez par avance, c'est le continent du XXIe siècle. L'Algérie est une pièce maîtresse de ce continent. Donc, plutôt que de subir cette algérophobie provoquée par certaines personnes et plutôt que de rester les bras croisés, eh bien, autant apporter notre savoir-faire, apporter nos compétences au service de notre pays qui a déjà montré la voie depuis quelques années avec le développement du métro algérien. Ce métro d'ailleurs sera prolongé jusqu'à l'aéroport l'année prochaine, je pense. Tous ces projets logistiques, la voie de chemin de fer Garadje-Bilette ou ce projet de gazoduc qui passera par le Niger et le Nigeria, ce sont quand même des messages rassurant dans ce contexte géopolitique qui est très, très instable. Et ces tensions diplomatiques, et je rejoins ce que disait mon confrère tout à l'heure, ne fait que renforcer cette appartenance et cette volonté de participer au développement de l'Algérie, puisque le continent européen lui-même et la France sont aussi dans une situation économique qui est très difficile, avec cet endettement qui augmente de plus en plus et cette dépendance envers les banques, ce qui n'est pas le cas de l'Algérie également. Donc, il y a un terreau favorable et une chance pour celles et ceux qui veulent mettre à leur disposition leur savoir-faire, avec aussi une raison supplémentaire, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop long, c'est que vous avez beaucoup de membres de la diaspora qui veulent faire quelque chose pour leur père et pour leur mère, qui ont quitté leur pays il y a quelques années, et c'est la phrase de Kennedy, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour mon pays ?» On est encore en plein dans cette phrase qui est pleine de sens. Monsieur, peut-être vous voulez une réaction. On le voit avec la diaspora algérienne qui existe et qui veut s'impliquer dans ce débat national. Abdelkader Soufi. Écoutez, moi, donc, quand on regarde la diaspora, et on va la placer dans un contexte beaucoup plus large. D'abord, c'est un regard ou un œil externe, ça veut dire qu'il voit l'Algérie de l'extérieur. Donc, dans le contexte international, on comprend mieux les enjeux et les attaques contre l'Algérie. D'un côté, en plus, donc, du moment qu'ils comprennent les enjeux. En parallèle, ce sont des éléments et des clés qui nous permettent de mieux comprendre. Donc, l'État algérien a créé un climat de confiance en mettant en place un dispositif de loi qui permet justement à l'Algérien ou à la diaspora de faire partie intégrante de toute l'action de l'État. À ce moment-là, vous avez donc, je dirais, un investissement personnel et investissement direct dans l'entrepreneuriat. Il y a ce transfert de compétences et d'innovation qui est là. Et surtout, il est fait non seulement par obligation, mais non, par amour. Et c'est là où on s'identifie à ce pays qui nous a engendrés. Donc, l'Algérien à l'extérieur a une fierté.
Et cette fierté, elle s'exprime à travers cet engagement, surtout donc avec la création de ce conseil de scientifiques, avec toutes ces lois qui permettent la prise en charge sociale aussi, et la numérisation. Aujourd'hui, pour renouveler ces papiers, on n'a plus besoin d'avoir 1 kilo de papier pour pouvoir prendre une carte nationale, un passeport ou renouveler. Maintenant, il suffit juste de le faire électroniquement et ça se fait. Et ça est un atout majeur, que ce soit pour l'État algérien ou que ce soit pour la diaspora. Donc, cela permet un engagement qui va au-delà de cette action dont nous sommes en train de parler, mais directement, la diaspora devient aussi l'ambassadeur de l'Algérie, le représentant diplomatique de l'Algérie à l'international. Et c'est un autre atout parallèle à l'action de l'État. Faisal Metaoui, sur le rôle de cette diaspora qui a montré un nouveau visage, enfin une nouvelle dynamique avec ce rendez-vous électoral. Oui, c'est une diaspora qui a été la cible d'attaques racistes, haineuses, d'attaques d'un autre âge ces derniers mois. On en a parlé, Karim, dans plusieurs émissions et dans les journaux, comment cette extrême droite revancharde s'est attaquée à l'Algérie à travers sa diaspora, à travers les Algériens établis en France, tantôt en parlant d'influenceurs, tantôt en parlant de trafic de drogue, parfois on parle de tout et de rien, en fait. C'était, j'allais dire, une ligne éditoriale partagée notamment par les médias de Vincent Bolloré, l'homme d'extrême droite, à travers ces médias, et c'est l'Algérie, et c'était des centaines, pour ne pas dire des milliers de fois dans ces médias, pour ne pas aborder évidemment les problèmes internes à la France, un pays qui croule sous l'endettement, plus de 1000 milliards de dollars d'endettement, qui n'arrive pas à décoller sur le plan économique, qui se fait dépasser par d'autres pays. Donc, au lieu de ça, au lieu d'aborder au-delà des problèmes liés à l'énergie, au chômage, à la sécurité, etc., et le fait que les Algériens établis en France partent voter, c'est une manière de répondre. Ces Algériens sont attachés à leur terre, ils sont attachés à leur pays, ils sont attachés à leur drapeau. Et on a vu les merveilleux supporters de l'équipe nationale de football, parce que c'est l'actualité aussi, le mondial, comment la ville de Lawrence, dans la région de Kansas City, a apprivoisé, a adopté ces Algériens venus avec leur baklawa, leur karanteta, et beaucoup de choses. Un soft power très joli, très beau. Communion. Et les Algériens, ce n'est pas des sauvages. Les Algériens, c'est des êtres humains comme les autres, qui aiment festoyer, qui aiment le football, qui aiment les autres. Ils ne sont pas dans le rejet. Et donc, cette diaspora qui est établie aux États-Unis, bien sûr, les États-Unis et la France, ce n'est pas la même chose. Hein. Les États-Unis est un pays de liberté où les étrangers peuvent vivre au-delà, bien sûr, de certaines lois qui paraissent injustes dans notre diaspora. La réponse est d'aller voter pour dire oui, nous votons pour les institutions parce que le Parlement algérien représente et défend la diaspora. Et la diaspora est au cœur des choix faits par l'État algérien. Je citerai l'exemple de l'installation du haut comité scientifique qui est sous la tutelle de la présidence de la République, qui a été installé cette semaine, et dire, quand on fait des recherches de ces Algériens, de ces savants, de ces scientifiques qui sont dans le monde, ils font le bonheur de beaucoup de nations. Je citerai quelques exemples, j'en profiterai, Karim. Bien sûr, parce qu'il y a eu, par exemple, Mohamed Gharbi. Mohamed Gharbi est un expert en nano-électronique, inventeur clé chez une grande marque internationale, et qui est donc à la pointe des semi-conducteurs, et qui travaille sur ça. C'est une science très précise. Je citerai Belgasm Habba. On l'appelle l'homme des 1500 brevets d'invention. Et c'est quelqu'un qui a été un pionnier mondial dans des puces électroniques. Je citerai Kamal Youssef Toumi, qui est professeur au MIT, c'est le Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis, et qui est un expert mondial en robotique et de précision. Je citerai par exemple Elias Zerhouni, qui était présent dans l'installation de ce comité. C'est un radiologue qui a été au cœur du système sanitaire américain. Nourdin Melikchi, qui travaille avec la NASA. Jamal Bouchapa, qui est un spécialiste de la reconnaissance des formes, etc. Donc on a beaucoup de savants qui sont à l'étranger, qui travaillent avec des grandes firmes, avec des grands pays, mais qui peuvent aussi contribuer au développement du pays.
Et c'est pour ça qu'il y a au comité. Et c'est pour ça que la diaspora algérienne, oui, la diaspora algérienne, c'est des Algériens comme les autres. Ils peuvent contribuer au développement de leur pays sur le plan économique, agricole, technologique, etc. Maintenant, transfert de compétences, de l'innovation. L'Algérie est en train de développer l'industrie spatiale. On est en train de développer la fabrication des drones. On est en train de développer l'industrie pharmaceutique. Vous savez qu'un tiers des entreprises pharmaceutiques en Afrique se trouvent en Algérie. Nous sommes en train de développer les startups et l'Algérie est devenue un leader africain en matière de startups. Donc cette diaspora, elle fait partie. Et bien sûr, ça fait des envieux parce que je citerai l'exemple des footballeurs, Karim. Lorsque Lucas Zidane, qui est donc le gardien de l'équipe nationale, est venu jouer avec l'équipe nationale, il a choisi l'Algérie, il a été attaqué de partout en France. Ouais. Pourquoi il a choisi l'Algérie? Quand la jeune Kylian Mmour, cette championne merveilleuse, qui a donné à l'Algérie son premier titre olympique au gymnastique et son premier titre mondial, et même pour la gymnastique africaine, elle est venue à choisir l'Algérie parce qu'elle a été malmenée par la Fédération française de gymnastique. Elle a été attaquée de partout. Parce qu'en France, on n'a pas encore compris que les Algériens, ils ont un lien particulier avec leur pays. Un lien particulier. Ça s'exprime parfois d'une manière publique et ostentatoire, j'allais dire, quand il y a le football, quand il y a des compétitions sportives. Mais les Algériens, ils ont cet attachement. Et vous avez vu dans les sonores qu'on a diffusés sur Al 24 News comment des personnes de tout âge sont venues voter en rappelant leur lien à leur pays. Donc, le discours de l'extrême droite française, le discours de la droite dure française n'a servi qu'à raffermir le lien entre les Algériens et leur pays. On continuera d'en parler en dernière partie d'émission, après encore cette pause publicitaire. À tout de suite. Législative 2026, dernière partie, on parlait de cette mobilisation à l'étranger, on continue d'ailleurs à en parler en accueillant un dernier intervenant, il s'agit de Adam Mokrani. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Avocat, chercheur en droit, spécialiste en droit de l'économie, je crois en tout cas, vous êtes depuis Paris. On parlait avant la coupure publicitaire que cet exercice électoral par rapport à la diaspora en Algérie était plus qu'un vote, c'était une sorte d'appartenance renouvelée, c'était un vote du cœur. Est-ce que c'est ce que vous apercevez, vous, de là où vous vous trouvez ? Certes, cher monsieur, tout d'abord, la participation de la communauté nationale algérienne établie à l'étranger, c'est la consécration de leur participation politique et leur participation à la gouvernance de leur pays via leurs représentants au niveau du Parlement algérien. Secondo, donc, il s'agit bien de la consécration de leur lien politique et affectif avec ma patrie, étant donné que un nombre des membres de cette communauté nationale établie à l'étranger font partie de la deuxième et la troisième génération, notamment en France, sont des personnes qui sont nées ici en France, mais dont les élections est toujours une occasion de réaffirmation de leur appartenance à l'Algérie. Certes, ces élections aussi, c'est une occasion, c'est une opportunité renouvelée pour les Algériens établis à l'étranger pour participer via la mobilisation communautaire et citoyenne à ces élections. En effet, nous assistons aujourd'hui, nous avons observé un rajeunissement des candidats, en partie bien évidemment, donc des membres actifs de la diaspora de la communauté algérienne en France ont participé, continuent à participer à ces élections. Donc les Algériens en France aujourd'hui sont devenus, les Algériens à l'étranger d'une manière générale sont devenus une sorte d'ambassadeurs pour les Algériens, en dehors de la sphère officielle, en dehors des institutions officielles de l'État algérien telles que représentées par les antennes et par les postes diplomatiques et consulaires, mais les Algériens à l'étranger, notamment en France, sont le soft power de l'État algérien. C'est la voie par laquelle l'Algérie s'exprime aujourd'hui. C'est une représentation et c'est une incarnation, bien évidemment, de la culture algérienne. Aujourd'hui, on assiste de plus en plus de consolidation des liens entre
l'Algérien et son pays d'origine. Là, nous assistons par exemple en France à l'organisation des colonies de vacances pour des descendants, pour les descendants des Algériens nés en France qui vont chaque année pour passer une bonne période en Algérie en collaboration avec les autorités algériennes. Et ceci permettrait de renouer ou bien de consolider les liens avec l'Algérie, avec la culture algérienne, avec notre langue arabe, avec les symboles aussi de l'Algérie et de l'État algérien. Alors, Adam Mourani, encore par rapport à oui, à cet appel du cœur, on en parlait à l'instant, on a l'impression que les Algériens de France se sont dotés, en tout cas, c'est sorti des radars, puisqu'on a parlé, Salma Tawi l'a dit, de l'algérophobie. En tout cas, les Algériens, on a l'impression qu'ils se sont dotés d'une nouvelle élite, dont d'ailleurs vous faites partie. Est-ce que cette élection permettrait de renouveler un lien, en tout cas qui serait plus prononcé, avec leur pays d'origine? Il est certain que nous assistons aujourd'hui à une mutation au niveau de la composition de la communauté algérienne, notamment en France. Donc, bien évidemment, cette communauté a commencé avec une classe ouvrière qui remonte, les premières immigrations algériennes en France remontent au début du XXe siècle. Même durant les années 60, c'était plutôt une classe ouvrière. Mais aujourd'hui, avec la deuxième ou troisième génération, là, notre communauté en France compte des académiciens, compte des docteurs, compte des chercheurs, compte des ingénieurs, des médecins et autres. Donc, il est certes que il est temps que cette communauté s'implique davantage. Elle est déjà impliquée, mais il est temps qu'elle s'implique davantage dans la gouvernance de son pays, puis via les députés. D'où le fait que aujourd'hui, les députés qui seront élus à l'issue de ces élections seront investis d'un double rôle, un rôle représentatif, un rôle classique, qui incombe à la charge de tout parlementaire, mais aussi un rôle aussi, je dirais, pas politique, mais un rôle un député qui devrait bien évidemment bien représenter cette nouvelle classe, bien cette nouvelle diaspora algérienne, notamment en France. Là, l'Algérien en France et l'Algérien à l'étranger d'une manière générale voudrait renouer avec son pays d'origine, en créant des passerelles entre chercheurs à l'étranger, chercheurs en Algérie aussi. Tous ces instituteurs algériens qui sont établis notamment en France voudraient renouer, voudraient réinvestir en partie dans leur pays d'origine. Et c'est aux députés de faciliter ces accès dans le marché national algérien, le marché local algérien. Il faut également tirer profit des nouvelles réglementations nationales en matière d'investissement, en matière des climats d'affaires. Il faut aussi que les Algériens établis à l'étranger s'investissent davantage dans cette dynamique économique créée en Algérie, mais de l'autre partie aussi, comme vous l'avez mentionné, cher monsieur, donc les Algériens, notamment en France, font partie dans une période plus ou moins délicate, dans un contexte politique français plus ou moins tendu, puisque là, en 2027, il y aura les élections présidentielles ici en France. Et l'Algérie fait partie, les Algériens font partie, sont l'objet d'une instrumentalisation politique de la part des différents acteurs politiques français. C'était le cas d'ailleurs l'année dernière où le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a fait partie de l'Algérie un objet permanent de ces différentes déclarations médiatiques, déclarations politiques. Donc, c'est aux Algériens aujourd'hui de s'unifier davantage et de bien représenter leur pays et surtout de bien défendre les intérêts de leur pays. Saïd Lanani, député des Algériens à l'étranger, question simple. Quelles sont les attentes, selon vous, des Algériens qui ont voté à Toulouse? Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à leurs préoccupations? Oui, concernant les préoccupations, elles sont de toute façon d'abord d'ordre pratique et surtout, je pense, au niveau de la modernisation et des services consulaires. Ça, c'est très, très important. Le gouvernement algérien, le ministère des Affaires étrangères a déjà commencé par introduire l'enregistrement des passeports via Internet. Sur Paris, il n'y a pas très très longtemps, et je pense que ça va se généraliser. Donc c'est déjà une démarche dans le cadre de la modernisation
des services consulaires. Deuxième chose, c'est les facilitations de l'introduction des investisseurs algériens en Algérie. Donc, pour ça, il y a des textes déjà qui existent, qui ont été votés par les députés, enfin le Parlement actuel. Et donc, on attend juste des mises en pratique de ces lois. Troisième chose qui est très, très importante, c'est garder un peu le lien avec la communauté et les facilitations, disons, de transport aérien et maritime. C'est des choses qui sont terre à terre, mais surtout, ce qui nous intéresse surtout à l'heure actuelle, c'est la participation massive importante aux élections. Moi, j'appelle tous mes compatriotes à participer jusqu'au 2 juillet aux élections législatives pour honorer la mémoire de nos martyrs qui, grâce à leur sacrifice, on a cette possibilité aujourd'hui de choisir nos élus et qui seront nos représentants au niveau de notre pays, l'Algérie. Karim Belgassem, vous êtes à Lyon, Lyon qui comprend une vieille communauté algérienne, d'ailleurs qui s'est renouvelée à travers les tranches ou les séquences de l'histoire, puisque Lyon, on le rappelle, comprend un pôle industriel très important où a travaillé de nombreux Algériens. Mais quelles sont, selon vous, les préoccupations qui occupent cette diaspora algérienne si particulière de Lyon ? Alors, vous évoquez effectivement la communauté algérienne lyonnaise. Il y avait les usines Berlier dans le temps. Moi, j'ai une famille qui avait une compagnie de transport. Ils utilisaient les bus Berlier, justement, en Kabylie. Alors, les attentes, il y a la modernisation des différents consulats, le consulat de Lyon ou ailleurs, puisque je vais régulièrement à Paris. Il y a des attentes là-dessus au niveau de l'accueil. Alors, il y a déjà des progrès qui ont été faits, mais on peut toujours mieux faire. Il y a un constat qui a été fait, c'est au niveau des prix des billets d'avion pour l'Algérie. On se dit qu'on peut encore mieux faire en termes d'offres et en termes de disponibilité. C'est une chose très, très importante. Et puis, il y avait des attentes concernant l'espèce de retour au pays, les conditions pour revenir par rapport surtout au logement. Vous avez des jeunes, des trentenaires, des quarantenaires qui souhaitent revenir en Algérie mais qui ne disposent pas de terre ou de pied-à-terre. Donc, ils observent le marché immobilier. Donc, comment ne pas se faire avoir, comment avoir affaire à des gens compétents en la matière, mais il y a une réelle confiance, en tout cas par rapport, je dirais, au climat algérien, et je ne peux m'empêcher de faire le trait d'union avec l'élection présidentielle française qui arrive, et ce que disaient mes confrères auparavant, c'est qu'effectivement, dans 9 mois, il y a une élection présidentielle en France, et que l'Algérie va effectivement être mise sur le tapis à chaque fois de manière négative et péjorative. On a vu que Boualem Sansal fait partie du comité de soutien de Bruno Retailleau, donc c'est vous dire qu'effectivement, on risque d'être au menu de l'élection présidentielle et que toutes les fake news et les exagérations vont être de mise. Donc, raison de plus que la population se mobilise pour cette élection, parce que c'est une élection qui est tournée vers l'avenir principalement et qui va accompagner l'émergence de l'Algérie en Afrique et dans le monde. Donc c'est une importance considérable au-delà des attentes que je vous ai énoncées. Abdelkader Soufi, on a vu plusieurs partis, ils sont différents, mais ils sont d'accord sur les inquiétudes qui occupent les Algériens. On a parlé de pouvoir d'achat, on a parlé de développement, on a parlé de sécurité socio-économique. On a été au plus près, en tout cas par rapport au programme, on a été au plus près des inquiétudes des Algériens à travers ces 3 semaines de campagne. Est-ce que c'est ça, selon vous, les inquiétudes principales des Algériens, c'est-à-dire l'économique ? Je pense que oui, mais en plus... je voulais juste rebondir, donc, en plus par rapport à ce qui a été dit à la diaspora. À mon avis, donc, il y a la conscience et la conviction de la diaspora qui sont alimentées justement par le cœur et par la raison de l'appartenance, donc, ou le destin lié à la mère patrie. Ce que nous pouvons dire de la diaspora, nous pourrons le dire de l'Algérien qui vit ici. Donc,
il a tellement d'aspirations et il sent qu'il y a un potentiel énorme qui vient de se réveiller comme un volcan en Algérie, notamment avec cette politique mise en place par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, de reconsidérer l'économie nationale, de reconsidérer les priorités et par conséquent donner sa chance à la ressource humaine, à la population, et aussi donc exploiter la capacité et les moyens de l'Algérie. Donc, effectivement, en plus des revendications sociales qui resteront toujours d'actualité, je pense qu'il y a cette aspiration à mieux développer l'Algérie. Merci beaucoup Abdelkader Soufi, politologue et enseignant à l'université de Bida en relations internationales entre autres. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Faisal Metaoui également d'avoir nourri les échanges. Je remercie également de Toulouse Saïd Laneli, député des Algériens à l'étranger, également Karim Belkacem, analyste en géopolitique qui est enseignant également à Lyon. Un grand merci également à Adem Mourani, chercheur en droit et également spécialiste en droit économique. Merci messieurs d'avoir été des nôtres. L'émission spéciale s'achèvera ici. On continuera d'en parler demain et après-demain. Portez-vous bien. Bonne suite des programmes sur Al24 News et à très vite.